Donc mondialisme égale extraordinaire inégalité, et mondialisme égale fin de la démocratie. Les acteurs principaux sont les grands milliardaires du monde. Les grands milliardaires du monde, qui sont animés par cet état d'esprit de remise à zéro de la planète. Ça sera l'autodestruction. L'autodestruction par des mauvaises idées, par des idées absurdes. Alors, ce que le peuple aussi, vous parlez du peuple, le peuple, il se dit, ils sont cinglés, ils sont fous. Ils sont fous. Bonjour Roland Hirault. Bonjour Ying. Bienvenue à l'émission Esprit français. Merci. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Roland Hirault. J'ai fait de la politique, je connais l'administration, j'ai donné des diplomates, et j'ai écrit quelques livres, plusieurs livres de réflexion sur la vie politique française ou internationale, en particulier celui-ci, Les Gilets jaunes ont raison, et bien plus qu'ils ne croient, hein, vous voyez. Également La Grande Démolition, la France cassée par les réformes, chez Boucher-Chastel. D'accord. Et aujourd'hui, notre sujet est le grand G7, la grande réinitialisation et le déclin de l'Occident. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la grande réinitialisation et d'où vient ce terme? Alors, ça a été lancé dans les sphères internationales, au forum de Davos, et Great Reset, c'est un terme d'informatique, c'est-à-dire on efface tout et on recommence. Ça peut se traduire par remise à zéro, remise à zéro pour lancer un nouveau programme informatique. Et c'est une expression qui est un slogan. En fait. C'est une illusion, c'est un slogan. On essaie de nous faire croire qu'il y a un immense bouleversement qui est en cours et qui va se produire. Alors, c'est pas la première fois qu'on dit ça. Vous avez dans le passé, René Descartes, le plus grand des philosophes français, avait dit au XVIIe siècle qu'il faisait la table rase de la politique. Il disait en latin tabula rasa, tabula rasa. La Révolution française a voulu faire la même chose, recommencer à zéro l'histoire de France en 1789. Vous avez d'autres exemples de cette tentation qui se produit de temps en temps dans l'histoire, de tout remettre à zéro, de tout remettre à plat. En 1917, en Russie, je pense que Lénine, le parti bolchevique, voulait aussi recommencer l'histoire de la Russie en remettant tout à plat. Et puis en Chine, la révolution culturelle lancée par Mao Tse-tung avait la même ambition. Je crois que le président Mao avait dit que la Chine était une page blanche sur laquelle il fallait écrire l'avenir. L'idée de Klaus Schwab, qui a publié un livre qui s'appelle Covid-19, The Great Reset, et pas que de lui, de tous les gens qui sont au forum de Davos, c'est-à-dire les gens les plus riches et les plus puissants du monde, consiste à dire l'épidémie du Covid et surtout les mesures qui ont été prises pour y parer, le confinement, sont l'occasion de faire une grande remise à plat des affaires mondiales dans le domaine économique, social, politique, et de redémarrer l'histoire sur de nouvelles bases. Ça c'est une manipulation. Et je ne refuse à céder à cette hystérie. Je pense qu'en fait, dans ce qu'il nous présente comme une grande remise à plat, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nouvelles, qui ne sont que la prolongation des tendances qui existaient et qui résultaient d'ailleurs de la volonté de ces mondialistes du forum de Davos, qui existaient dans le monde et sur tous les continents. Alors, l'événement, c'est moins l'épidémie que les mesures extraordinaires, avec un grand battage, qui ont été prises pour faire face à cette épidémie. Confinement principalement, interdiction de circuler, interdiction des vols aériens, repli, et ça représentait, d'après des chiffres qui sont certainement sous-estimés, entre 5 et 7% du produit intérieur brut mondial. Hein. Alors ça, c'est pas négligeable, mais ça, c'est pas l'épidémie, ce sont les mesures prises pour lutter contre l'épidémie. Et pour la France, c'est encore davantage, peut-être 8 ou 9% ou 10%, parce que les Français, ils
selon un vice assez habituel, ils ont fait du zèle. Les consignes qui ont été lancées dans le monde pour lutter contre l'épidémie, ils les ont aggravées. L'administration française les a aggravées, dans un grand désordre d'ailleurs. Alors, à partir de là, Schwab et tous ses acolytes du Forum de Davos se disent c'est l'occasion. Cette crise provoquée pas par l'épidémie, mais par les suites de l'épidémie, c'est l'occasion de refaire le monde d'une manière qui soit conforme au dessein que nous avons. Et on s'aperçoit dans les propositions qu'il fait que loin de vouloir refaire le monde, il prolonge, en les accélérant, en les aggravant, pratiquement toutes les courbes sur lesquelles ce monde était orienté avant l'épidémie. D'abord, il y a un très très grand accent sur l'environnement. Ça va être l'occasion, dit-il, de transformer notre économie pour la rendre plus compatible avec la nécessité de sauver la planète de l'excès de réchauffement ou de l'excès de gaz carbonique. Je ne discuterai pas de la question de savoir jusqu'à quel point ce sujet est grave. Ce que je vois, c'est que dans ce rapport et dans les idées qu'on essaie de faire circuler, il y en a qui sont complètement absurdes, comme dire que l'épidémie du Covid aurait un rapport avec la hausse du taux de gaz carbonique ou avec le réchauffement ou avec l'excès de poussière dans les villes. Ça ne tient pas debout, c'est contraire à toutes les sciences, mais on veut mêler les deux affaires, Covid et réchauffement climatique, ce qui entre nous, compte tenu de toutes les incertitudes qui existent sur la question du Covid, décrédibilise en partie les discours sur le réchauffement climatique et sur la gravité des menaces qui planent sur la planète. Ensuite, recul des libertés. Les rapporteurs à Davos, on ne dit pas qu'il faut créer une dictature mondiale, encore que certains soient fascinés certains milliardaires soient fascinés par le modèle chinois, ou ce qu'on suppose être le modèle chinois. Mais il est dit quand même que rien ne sera comme avant et qu'il est possible que la vie mondiale se traduise par continue de devoir s'adapter à une pandémie qui sera, ou une épidémie qui sera latente, qui sera dans les années à venir. Donc à partir du moment où on a dit ça, ça laisse augurer qu'on ne reviendra peut-être pas sur toute une série de libertés qui ont été atteintes, en particulier la surveillance généralisée, le contrôle sanitaire des populations, mais qui peut de jour au lendemain, compte tenu des techniques, devenir un contrôle non sanitaire et un contrôle politique. Et on le voit d'ailleurs avec tous les dissidents politiques qui, en France et aux États-Unis, sont immédiatement censurés dès qu'ils tiennent des propos dissidents sur la vaccination ou sur les élections américaines. Immédiatement, il y a des forces puissantes qui sont présentes à Davos, qui sont un arrière-plan du forum de Davos, qui sont les patrons des GAFAM, mais d'autres aussi comme Bill Gates, qui coupent qui coupent les comptes Twitter ou les comptes Facebook de ceux qui diffusent ces idées. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une propagande mondiale en faveur de la vaccination, un sujet que je n'aborderai pas. Et si vous répandez des mises en garde ou des idées critiques de cette campagne de vaccination, vous risquez de voir votre compte Twitter immédiatement coupé. Donc là, il y a une tendance au recul des libertés, mais qui n'est pas nouvelle non plus. C'est-à-dire qu'avant l'épidémie du Covid, vous aviez en France des restrictions des libertés. Vous avez la lutte contre les fake news, par exemple, qui avait été lancée au niveau mondial, mais relayée par l'Union européenne et relayée par le gouvernement français. Non pas que j'encourage la diffusion de fausses nouvelles, mais je ne pense pas que ce soit les grandes sociétés privées ou même les gouvernements qui sont les mieux placés pour dire ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est au public, ce sont aux citoyens de faire le choix, et ce n'est pas à d'autres de faire le choix à la place du citoyen et de les instaurer dans ce système de censure permanente. Donc tout ça avait commencé avec le Covid, et tout ça pourrait se prolonger ensuite. Oui, mais justement tout à l'heure, vous avez dit le thème principal du Forum Davos de cette année, c'est la grande réinitialisation.
Qu'est-ce que le fondateur Klaus Schwab, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la pandémie représente une opportunité rare pour repenser, réinventer et réinitialiser notre monde. Donc, vous avez tout à l'heure dit c'est le numérique, c'est la révolution, c'est la 4e révolution industrielle. Ouais. Et aussi pour lutte contre le changement climat. Oui. Et est-ce que vous pensez que, en gros, il profite la Covid pour changer le mode de la vie des gens? Oui, absolument. C'est son ambition. C'est son ambition. Mais pas de manière radicalement nouvelle, en allant plus loin dans les idées qui étaient propagées dans le monde par ces grandes instances internationales. Vous avez la Fondation Rockefeller, vous avez la Fondation Bill Gates. Parenthèse, la Fondation Bill Gates avait organisé 4 mois avant le Covid un grand colloque pour dire qu'est-ce qu'on fait en cas de grande épidémie mondiale. Ça s'est fait au mois d'octobre, de l'année 2019, donc, alors qu'on ne parlait pas encore d'épidémie. C'est signalé très justement dans le livre que Philippe de Villiers a consacré au problème. Et donc, il y avait une volonté d'aller dans ce sens-là qui s'exprimait déjà et qui suscitait le mécontentement des peuples. Parce que tout ce que je vous dis, je vais ajouter la mondialisation, l'idée que tout sera mieux géré s'il y a un État mondial. L'exemple du Covid, qui a été quand même géré à l'échelon mondial, l'immense désordre que cette gestion a entraîné est la contre-épreuve de cette idée qu'il faut absolument mondialiser pour mieux résoudre les problèmes. On a mondialisé plus ou moins la gestion du Covid. Les États ont très largement répercuté, à part quelques États qui ont l'esprit indépendant comme la Suède, très largement répercuté les consignes de l'Organisation mondiale de la santé, et ça a été une immense pagaille. Donc l'idée qu'il faille aller davantage dans le sens de la mondialisation, ça aussi c'était une idée qui était antérieure, et oui, il trouvait que ça n'allait pas assez vite, la mondialisation, la destruction de l'industrie plus ou moins polluante, et puis ensuite la numérisation, et donc ils se sont dit on va profiter du Covid pour aller plus loin. Donc, si vous voulez, c'est de ça que les gens étaient mécontents. Ils étaient mécontents de cette tendance qui s'était très largement amorcée, qui se traduisait la plupart du temps par une réduction de leur niveau de vie. Donc, qu'est-ce que disent M. Klaus Schwab et les autres? Mais les gens ne sont pas contents. C'est vrai qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce que vous avez une stagnation de l'économie, vous avez une diminution, presque dans tous les pays occidentaux, du niveau de vie, du revenu et des salaires. Vous avez une augmentation du chômage, ils ne sont pas contents. Mais qu'est-ce qu'ils proposent comme remède? C'est de donner une double dose de tout ce qui avait entraîné cette situation. Et quand vous regardez les grandes fortunes mondiales, ils sont presque toutes dans le numérique ou dans le luxe ou dans la pharmacie. Les grandes fortunes mondiales, elles ont explosé. C'est-à-dire qu'elles étaient déjà très importantes par rapport à la fortune totale de l'humanité et des pays occidentaux, ou des pays comme la Chine, l'Inde, etc. Mais elles ne sont pas appauvries. Je veux dire, vous prenez les 10 hommes les plus riches du monde, ou les 20 hommes les plus riches du monde, plus souvent c'est surtout des hommes et pas des femmes. Et qui sont derrière les idées du Forum de Davos? Ils se sont extraordinairement enrichis depuis le début de l'épidémie du Covid, articulée par la hausse extraordinaire des actions des sociétés du numérique, des GAFA, pas que ça. Et pendant qu'il y a de plus en plus de chômeurs et de plus en plus de pauvreté. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose? On ne nous propose pas de changer ça, on nous propose d'aller plus loin dans les tendances qui étaient apparues jusque-là. Et justement, je vais vous parler. En fait, il y a archevêque Vigano qui a écrit une lettre ouverte en octobre 2020 à Trump, justement au sujet de Grand Reset. Je vais vous faire écouter un passage. J'aimerais savoir votre avis. Monsieur le Président, permettez-moi de m'adresser à vous en cette heure où le sort du monde entier est menacé par une conspiration mondiale contre Dieu et l'humanité.
Je vous écris en tant qu'archevêque, en tant que successeur des apôtres, en tant qu'ancien nonce apostolique aux États-Unis d'Amérique. Je vous écris au milieu du silence des autorités civiles et religieuses. Puissiez-vous accepter mes paroles comme la voix de celui qui crie dans le désert. Comme je l'ai dit lorsque je vous ai écrit ma lettre en juin, ce moment historique voit les forces du mal alignées dans une bataille sans merci contre les forces du bien. Des forces du mal qui semblent puissantes et organisées comme le supposent les enfants de la lumière, qui sont désorientés et désorganisés, abandonnés par leurs chefs temporels et spirituels. Chaque jour, nous sentons se multiplier les attaques de ceux qui veulent détruire la base même de la société. La famille naturelle, le respect de la vie humaine, l'amour du pays, la liberté de l'éducation et des affaires. Nous voyons des chefs de nation et des leaders religieux se plier à ce suicide de la culture occidentale et de son âme chrétienne, tandis que les droits fondamentaux des citoyens et des croyants sont bafoués au nom d'une urgence sanitaire qui se révèle de plus en plus comme un instrument de l'instauration d'une tyrannie inhumaine et sans visage. Comme un plan global appelé la Grande Remise à Zéro ou Great Reset est en cours, son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité en imposant des mesures coercitives visant à limiter de manière drastique les libertés individuelles et celles de populations entières. Ouais, donc ça c'est le passage. J'aimerais savoir votre avis. Selon vous, c'est une théorie de complot ou c'est une réalité qui est en train de se passer? Dans la réalité, il y a des complots. Vous savez, depuis l'assassinat de Jules César, il y a toujours eu des complots dans l'histoire. Mais quelquefois, on croit qu'il y a un complot et il n'y a pas de complot. Et l'inverse, on croit qu'il n'y a pas de complot et il y en a un. L'archevêque Vigano est certainement très bien informé puisqu'il a été pendant 5 ans représentant du Vatican à Washington. Les cocktails diplomatiques à Washington sont certainement un lieu où il circule beaucoup d'informations, on peut le dire. En tous les cas, la riposte à la pandémie est une mesure totalement disproportionnée du confinement. Et ça, c'est pas un secret. Je veux dire, les gens qui ont fait tout ça, je parle de Bill Gates parce qu'il est quand même le principal donateur de l'Organisation mondiale de la santé. Donc. Et il a même avoué dans une déclaration au Times qu'il avait voulu tester, lui et d'autres autour de lui, tester pour voir ce que ça donnerait d'appliquer le modèle chinois de contrôle des populations. Vous avez des choses qui semblent être du complot qui sont la bêtise, et l'inverse. Dans cette affaire, il est incontestable que Bill Gates, qui est devenu très très riche grâce à Microsoft, qui était première fortune mondiale, qui n'est plus que troisième, depuis des années, il dit il y a 10 fois trop d'hommes sur la Terre. Il n'est pas le seul à le dire, à peu près tous les gens qui sont dans cette sphère mondialiste pensent qu'il y a 10 fois trop d'hommes sur la Terre. 10 fois trop, ça veut dire qu'il y a 7 milliards 500 millions aujourd'hui, ça veut dire qu'il en faudrait que 750 000. Alors, qu'est-ce qu'on va faire des autres? Quand c'est le même qui vous dit qu'il faut un système mondial de vaccination avec des vaccinations à répétition, c'est-à-dire une année une maladie, l'autre année une autre maladie, on peut se méfier, on peut s'inquiéter quand même. Il faut savoir quelles sont les arrière-pensées de cette propagande immense pour les vaccinations. Et tout à l'heure, vous avez parlé justement la révolution culturelle chinoise, c'est-à-dire vous avez parlé une ressemblance entre le Grand Reset et la révolution culturelle chinoise. Parce qu'en Chine, quel est le résultat de la révolution culturelle chinoise? C'est elle paralysé l'économie. Elle a détruit la culture traditionnelle chinoise et aussi coupé la racine du peuple. Et du coup, quelle est la situation en France? Est-ce que cette grande reset a fait des dégâts déjà en France? Il a fait des dégâts avant. Parce que je vous ai dit que le Great Reset, ce sont des idées qui existaient avant. Il est vrai que l'économie française est très abîmée pour plusieurs raisons, mais par l'idée qu'un grand pays, l'idée fausse et absurde, qu'un grand pays peut se passer d'industrie. C'est une idée qui traîne dans les dirigeants français depuis 20 ans, 30 ans. La Chine montre le contre-exemple. Sur
La perte de repères culturels, oui, mais l'éducation nationale, au fil des ans, pas seulement en France d'ailleurs, également aux États-Unis et dans d'autres pays européens, a diminué ses exigences, a diffusé plus d'idéologie que de véritable savoir, de véritable instruction. Vous avez une des dernières folies qui est l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, c'est la pure idéologie. Je suis hyper féministe, mais je ne suis pas féministe, hyper féministe, mais qui fait partie de ce complexe idéologique qui inspire le forum de Davos. On l'a pas mis dans le rapport. Il y a de telles choses qui n'ont pas dit dans le rapport. Ils ont dit ce qui était acceptable. Ils n'ont pas dit qu'ils planifiaient la réduction de la population mondiale. C'est entre les lignes, quelque part. Donc, l'éducation nationale qui se porte très très mal, le savoir des générations se transmet de plus en plus mal, la langue française se transmet de plus en plus mal. Donc, tout ça est en effet à l'œuvre. Et c'est tout simplement les gens qui sont derrière l'idée de Great Reset, ils veulent aller encore plus loin dans cette direction. Justement, tout à l'heure, vous avez parlé, en gros, le Grand Reset, c'est un agenda de long terme, c'est depuis longtemps. Il y a ce projet, en fait. L'esprit français est assez porté vers les idéologies. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de Français qui ont sympathisé avec la révolution culturelle chinoise. Ils ne savaient rien de ce qui se passait en Chine, mais ils trouvaient que c'était très bien au vu des discours du président Mao. Il y a un esprit idéologique en France, c'est incontestable, peut-être dans des pays comme la Russie. Et donc l'idée de table rase est dans la culture française, mais chaque fois qu'elle a été appliquée, elle n'a pas eu de bonnes conséquences. Donc ça rend les Français peut-être plus réceptifs à cette idée de Great Reset, mais qui n'est pas du tout partie de France, il faut bien dire. Nous avons une propension, mais dans le cas d'espèce, non, il n'y a pas de continuité. Parce que la Révolution française a bouleversé beaucoup de choses sur notre territoire. Ensuite, tout au long du XIXe siècle, et même du XXe siècle, la tradition s'est reconstituée. Par exemple, on avait détruit la religion. C'est pas toute la Révolution française, c'est une période qui a duré un an, qui est 1793-1794, qui s'est traduite par une volonté de tout recommencer en France, ça c'est sûr, pendant un an. C'est à ce moment-là qu'on a fait fonctionner la guillotine à fond, qu'on a massacré quelques centaines de milliers de personnes qui s'opposaient. Mais avant, ce n'était pas le cas, et après, ça n'a plus été le cas non plus. Et puis Napoléon, on avait détruit la religion, interdit la religion catholique, et les autres d'ailleurs, et Napoléon a rétabli la religion. Napoléon a rétabli beaucoup de corporations, les corporations qu'on avait supprimées, ils ont en partie rétabli. Ensuite, nous sommes revenus à une société bourgeoise, certes, mais une société bourgeoise qui n'était pas coupée des traditions nationales. Et ça a duré, ça dure encore, sauf que depuis 1945 peut-être, il y a toute une série d'idéologies qui voudraient faire lentement et progressivement, sur le plan de la famille, sur le plan de l'économie, sur le plan des points de repère, de l'éducation, le travail de sape et le travail de transformation qui s'était manifesté épisodiquement dans la Révolution française et qui aujourd'hui recommence au travers du Great Reset. Mais je suis persuadé que ceux qui ont écrit le Great Reset, même s'il y a un Français qui a écrit ça, un certain Thierry Malheré, qui est un proche de Michel Rocard, je ne crois pas qu'il y ait une influence directe, pas plus que je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait une influence directe de la Révolution chinoise. C'est une tentation de toutes les époques, vous savez, de recommencer à zéro. Donc cette tentation existe, mais elle existe beaucoup plus depuis un siècle. Beaucoup plus depuis un siècle. Et elle était le propre du mouvement révolutionnaire qui se réclamait du prolétariat en Chine. Aujourd'hui, les acteurs principaux sont les grands milliardaires du monde. Les grands milliardaires du monde qui sont animés par cet état d'esprit de remise à zéro de la planète. Et il faut dire que quand vous êtes très très riche, il y a un moment où vous cessez de raisonner juste. C'est pour ça que quand vous avez des gens trop puissants,
c'est très dangereux parce qu'à un moment donné, ils peuvent devenir fous. Donc, vous avez parlé des élites mondialistes, aussi des milliardaires qui sont derrière le projet Grand Reset. Oui. Et en fait, il n'y a pas que. Hein. Vous avez des intellectuels, vous avez des gens, vous avez l'État profond américain, c'est-à-dire les services, des administrations, tout simplement, des administrations. Parce que l'administration, quand elle n'est pas bien dirigée, est devenue trop puissante, elle a sa politique propre qui n'est pas la politique démocratique. Mais le noyau dur, je crois que vous voyez la personnalité de Bill Gates, mais également celle d'autres, comme Jeff Bezos par exemple, George Soros, c'est sûr que ça n'est pas indifférent que ce soit des gens très très riches qui promeuvent ce bouleversement. Alors que quand Lénine et Mao Tse-tung ont pris le pouvoir, ils voulaient faire aussi le Great Reset, mais ils le faisaient au nom du prolétariat. Ce n'était pas du tout la même chose. Le résultat était le même, il était aussi destructeur, mais il est beaucoup plus difficile de résister à des gens qui ont à la fois le pouvoir idéologique, le pouvoir de l'argent et le pouvoir politique. Mais les peuples ne vont pas se laisser faire. Vous savez. Aujourd'hui, tous les médias mondiaux sont contrôlés par cette élite financière et ils s'arrangent pour que les journalistes, sans d'ailleurs les forcer, hein, c'est surtout l'esprit newtonien, l'esprit grégaire qui fait du monde journalistique, qui fait qu'ils disent tous à peu près la même chose sur les grands sujets. Aucun ne contestera l'idée de réchauffement climatique, aucun ne contestera l'idée de liberté sexuelle absolue, etc. Et ça, c'est nouveau, parce que nous avions une société fondée depuis la Révolution française, justement, il y avait la gauche et la droite, c'est la Révolution française qui a inventé la gauche et la droite, nous avions un débat permanent, et aujourd'hui, sur les sujets essentiels, nous n'avons plus de débat. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le mainstream, mais ils sont mis en dehors du circuit. Donc ça, c'est assez inquiétant. C'est là-dessus que comptent les auteurs qui veulent le Great Reset. Le Great Reset ne dit pas « nous voulons ceci, nous voulons cela ». Ils nous disent non. Ils nous disent « l'évolution, c'est ça ». C'est en fait du prédictif. Et c'est du prédictif biaisé. Parce qu'en réalité, ce qu'ils prédisent, c'est ce qu'eux veulent. Il n'y a qu'un sujet sur lequel Klaus Schwab n'est pas un peu gêné, c'est la mondialisation. Parce que d'un côté, il veut que se poursuive la mondialisation, il veut qu'il y ait un État mondial, il dit que là, si l'épidémie a été mal gérée, c'est parce qu'il n'y avait pas un gouvernement mondial. Moi, je pense exactement le contraire, c'est parce qu'elle a été gérée par des instances mondiales comme l'Organisation mondiale de la santé, que ça s'est très mal passé. Vous avez une résistance des peuples. Il ne faut pas que cette résistance soit anarchique et ne conduise à rien, ou qu'elle conduise à de nouvelles formes de délire idéologique. Je ne pense pas, parce qu'il faut faire confiance au peuple. Je crois qu'il faut faire confiance au peuple, au vrai peuple, pas le peuple fabriqué, instrumentalisé par les idéologues. Voilà. Aujourd'hui, justement, les élites financières mondialistes sont coordonnées et organisées au-delà d'un parti, au-delà d'un pays. Et de plus, ils contrôlent tous les médias de masse. Est-ce que cette force occidentale est en train de rejoindre le communiste chinois dans le côté idéologie? Dans ce milieu des grands milliardaires qui dominent le monde occidental, il y en a qui disent que, après tout, ce ne serait pas plus mal qu'on fasse comme les Chinois. Ils fréquentent beaucoup les Chinois de Chine d'aujourd'hui. Hein. Il y a une fascination, mais ce n'est pas le génie de l'Occident, parce que le génie de l'Occident, c'est un peu le désordre. Hein. C'est l'individualisme, c'est la souveraineté de différents pays qui font la guerre de temps en temps, mais qui représentent des formes de civilisation complémentaires et différentes. Et puis, d'ailleurs, les grandes guerres n'ont pas éclaté
guerre du XXe siècle, surtout la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre froide, pour des raisons nationalistes, mais pour des raisons idéologiques. C'est parce qu'il y avait deux idéologies. Et aujourd'hui, vous avez le monde occidental qui est partagé entre deux idéologies. L'idéologie mondialiste et tous ceux qui résistent à l'idéologie mondialiste. Et évidemment, ceux qui promeuvent l'idéologie mondialiste, ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir dans les médias, ils sont au pouvoir dans les différents pays, occidentaux, pas en Russie, pas en Chine, je ne crois pas, mais en tous les cas, ils ont une puissance qui paraît extraordinaire, mais il y a quand même la moitié ou les 2/3 des populations qui sont en situation de résistance. Et quand cette résistance peut s'exprimer, comme dans les élections américaines, il y a des interférences sur les élections qui changent le résultat, je ne sais pas, mais qui en tout cas le modifient. Le camp qui est pour Biden et qui pense qu'avec Biden, l'histoire américaine est revenue dans le mainstream. Le mainstream, c'est le Great Reset, c'est tout ce qui trame au forum de Davos. Alors vous avez dit, ils sont organisés. Je ne vois pas tous les dimanches, c'est plus compliqué que ça. Hein. Vous avez pas que le forum de Davos, vous avez le club du Bilderberg, vous avez la trilatérale, vous en avez d'autres qu'on ne cite pas. Vous avez des gens qui sont pénétrés de la même idéologie. Ils n'ont pas besoin de se voir tous les jours pour comploter. Spontanément, ils font la même chose. Spontanément, il y a une espèce de réseau magnétique qui est dans les têtes, qui font que leurs actions convergent sans même qu'ils le fassent exprès. Et il est en fait que dans les hautes sphères du pouvoir financier et du pouvoir des pouvoirs financiers et des pouvoirs économiques mondiaux, vous avez convergence sur certaines idées qui sont celles que je disais. Et si le Covid a entraîné un enrichissement de tous ces gens-là, la plupart, considérable par rapport au reste du monde, là aussi c'est une tendance. Il y avait une tendance à l'enrichissement des plus riches et à l'appauvrissement des plus pauvres, en tout cas dans les pays occidentaux. C'est pour ça que quand les gens de Davos disent qu'il va falloir réduire les inégalités mondiales, c'est une fumisterie, c'est une imposture, puisque tout ce qu'ils proposent, et en particulier le libre-échange, mais également la destruction de l'industrie, va dans le sens d'une augmentation des inégalités. En France, vous avez 20 généraux qui viennent de faire une déclaration protestant contre l'incapacité du gouvernement face à la violence, laissant entendre à demi-mot qu'il doit y avoir des réactions plus graves de l'armée. Ils ne disent pas qu'ils vont faire un coup d'État, mais en fait c'est quand même tout à fait nouveau. Et l'écho considérable emporté par cette déclaration de 20 généraux montre qu'il y a un modèle risque de dérapage. Je pense que la majorité de la population est favorable. La gauche s'est déchaînée contre cette menace vis-à-vis de la République. Ils vont peut-être être mis en jugement. En tout cas, ça ne s'était jamais vu depuis la guerre d'Algérie. Même si ce sont des généraux en retraite, très âgés, qui ont sans doute pour la plupart plus de 70 ans. Mais enfin, c'est quand même le signe que quelque chose ne va pas. C'est sûr, vous avez eu les Gilets jaunes, vous avez cette déclaration des généraux, vous aurez sans doute quelque chose d'autre demain. Et vous avez dit justement dans un article, ces élites aujourd'hui sont devenues folles, touchées par le virus mortel de l'idéologie. Et c'est quoi cette idéologie ? L'idéologie consiste, pour un pouvoir politique, à se fonder non pas sur une analyse complexe des réalités, mais sur quelques idées simples. Idées simples, par exemple, l'histoire du monde et l'histoire de la lutte des classes. Le communisme a été une idéologie, incontestablement. Dire que la suppression de la propriété privée va rétablir l'harmonie entre les classes sociales, entre les peuples, etc. L'idéologie, c'est pas beaucoup d'idées, c'est 2 ou 3 idées dont on déduit tout le reste. Et pour le communisme, l'histoire du monde et la lutte, c'est l'histoire de la lutte des classes. C'est bien sûr que la lutte des classes a de l'importance, mais dire que tout est la lutte des classes, extraordinairement simplifié. Dire qu'en supprimant la propriété privée, on va
avoir un monde plus heureux, c'est faux, et puis économiquement, ça ne marche pas. L'idéologie, c'est aussi une vision messianique. L'idée qu'on va réaliser, à travers ces idées-là, le bonheur du monde, un monde nouveau, le reset, Great Reset, et ce monde nouveau sera beaucoup plus heureux que les mondes passés, qui sont entièrement disqualifiés. La culture du passé est disqualifiée, l'histoire est disqualifiée, spécialement l'histoire des différents pays, l'histoire de France et d'autres. Et puis Mao Tse-tung avait essayé de détruire des souvenirs historiques, mais son prédécesseur Qin Shi Huangdi avait également détruit tous les manuscrits qui restaient de la période antérieure. Great Reset, c'est ça. On va rentrer dans une époque complètement nouvelle. Tout ce qui vient du passé est disqualifié, obsolète. Et alors, cette tendance idéologique, elle existe en grand. Le communisme fut un grand projet idéologique. Je crois que le mondialisme, c'est un grand projet idéologique. Mais il est progressif. Il n'est pas. Il s'est caché longtemps. Et là, il se dévoile un petit peu plus. C'est peut-être l'intérêt de ces débats. Il se dévoile un petit peu plus. Mais vous avez aussi des idéologies sectorielles. Par exemple, l'éducation nationale en France, ça a été sous le contrôle d'une administration très idéologique qui a réussi à détruire pratiquement la transmission de la culture française. Et ça ne venait pas du pouvoir, ça venait des gens qui étaient dans l'administration. Et puis vous avez aussi des lobbies. Aujourd'hui, vous avez des lobbies qui, par exemple, des lobbies antiracistes qui voudraient imposer une repentance généralisée. Vous avez le président Biden qui a décidé que dans les écoles des États-Unis, on expliquerait que l'année 1619, c'est le début de l'histoire des États-Unis. Pourquoi 1619 ? C'est la première fois qu'on a fait venir des esclaves. Et l'arrière-pensée, c'est de dire que les États-Unis sont un pays essentiellement, profondément, intrinsèquement esclavagiste. C'est absurde. L'esclavage, au départ, c'était d'ailleurs des Portugais qui le faisaient. C'est cette volonté de dire que tout le passé des États-Unis est mauvais et tout le passé des États-Unis est mauvais, qu'il faut tout recommencer à zéro. Alors vous avez une expression chez les idéologues américains d'aujourd'hui, que ce soit les ultra-féministes, ou je cherche cette expression, qui va tout à fait dans ce sens-là. Vous la connaissez peut-être, c'est l'expression de cancel culture. Cancel, ça veut dire, je dis pour le public français, ça veut dire annulation, et culture, c'est la culture de l'annulation. Aujourd'hui, c'est très à la mode aux États-Unis, et ça va venir à l'Europe, avec des amortisseurs, parce que la culture populaire est plus dense, plus riche. L'esprit il y a moins c'est moins facile d'implanter. Dans les élites françaises, alors, idéologie tant qu'on veut. Dans le peuple français profond, les gilets jaunes, vous savez que je fais un livre sur les gilets jaunes, il y a des résistances, il y a le vieux bon sens populaire, mais l'ennemi de l'idéologie, c'est le bon sens. C'est le bon sens, c'est l'histoire, et cette idée qui est chez les féministes, qui est chez les antiracistes de choc, qui consiste à dire que toute l'histoire des États-Unis est marquée par le racisme, marquée par le féminisme, et donc la littérature américaine ou la littérature française est marquée par l'antiféminisme et les trop masculines, donc on va cesser de l'enseigner dans les écoles. La littérature, la peinture, pareil. On va dire que pour la musique, je ne sais pas si l'on dit, mais en fait, la plupart des compositeurs sont des hommes. Il y a très peu de femmes compositrices, alors qu'il y a quand même beaucoup d'écrivains qui sont des femmes. Et puis, on va dire aussi qu'ils sont marqués par l'homophobie, parce qu'ils privilégient le couple homme-femme, ainsi de suite. Donc, il faut annuler, faire disparaître dans les programmes scolaires, dans les opinions dominantes, faire disparaître tous ces restes du passé, la remise en cause du couple homme-femme, c'est quand même la remise en cause de quelque chose qui existe depuis 1 milliard d'années, à 13 milliards d'années. La reproduction, la vie est apparue il y a 2 ou 3 milliards d'années sur la Terre, d'ailleurs je ne sais pas, et sur la Terre, la reproduction sexuelle apparaît
1 milliard d'années. Ce n'est pas de l'anthropologie, 1 milliard d'années, comme fondamental de la transmission de la vie. Il n'y a pas d'autre transmission de la vie, sauf pour les virus, comme les petits virus de Covid. Il n'y a pas de transmission de la vie en dehors de la sexuation des différentes espèces, végétales et animales, et humaines. Donc voilà, une remise en cause qui va très très loin, parce qu'elle remet en cause 1 million d'années de l'histoire de la vie. Ouais. Justement, ce que vous avez dit. Les idéologues finissent tous par faire une table rase et une remise à zéro. Pardon. Ouais. Justement, ce que j'ai pensé, ce que vous avez dit, c'est créer une haine. En fait, cette haine, c'est l'élément clé du communisme. Quant à la haine, oui, la haine est intrinsèque à l'idéologie, la haine de l'adversaire, le refus du débat, le refus de la discussion, et pas seulement le communisme. Je pense que la haine aujourd'hui des partisans de Biden contre les partisans de Trump est certainement, aussi plus importante, peut-être plus violente que la haine des gardes rouges nordistes contre les derniers bourgeois qui restaient là, ou contre les révisionnistes, on sont appelés les révisionnistes. Et cette haine, mais cette haine, elle est liée aussi au fait que c'est un projet militariste, un projet de salut de l'humanité. Donc ceux qui s'opposent à ce salut de l'humanité, ce sont des gens qu'il faut éliminer. Ils sont malfaisants par leurs idées. Ils ne sont pas dans le sens de l'histoire. On disait à l'époque qu'ils étaient propres à être jetés dans les poubelles de l'histoire. Mais vous avez raison, mais je ne crois pas que ça soit particulier au communisme. Je pense que la haine des idéologues du Parti socialiste national pour les Juifs, par exemple, était du même ordre. La haine des révolutionnaires français pour l'Église catholique, pour la noblesse, mais surtout pour l'Église catholique, était également du même ordre. Alors, quand Trump a été élu, il y avait toute l'administration, une grande partie de l'administration qui a décidé de boycotter, considérant que puisqu'il n'avait pas les idées dominantes, il n'était pas légitime. Vous avez toute l'administration américaine qui a cessé d'obéir au président des États-Unis. Et puis il a fait un travail de sape, jamais cessé depuis. Et aujourd'hui, évidemment, c'est l'inverse, c'est-à-dire que Trump ne s'est pas rendu à la cérémonie d'investiture de Biden, considérant qu'il était légitime. Donc vous avez des bonnes manières démocratiques qui existaient dans le passé et qui sont en train de disparaître avec une haine invraisemblable. Les Français n'ont pas l'idée. Et c'est aussi sur le plan international. Vous avez la haine des élites américaines ou anglaises pour la Russie, pour Poutine, quelque chose d'invraisemblable. Ils disent que Poutine c'est Hitler, et c'est absurde. Et eux, ils disent le premier nationalisme c'est Hitler, donc nous, qui sommes mondialistes, il faut absolument rejeter tout ce qui est non seulement mais tout ce qui est national. Tout ce qui est national, c'est quelque part nazi. Alors c'est faux, c'est archi faux. C'est une vision de l'histoire qui est archi fausse. Et c'est pour ça que je souligne avec tant d'intérêt que deux fondateurs, deux personnes qui sont essentielles dans l'histoire du mondialisme, et que je viens de citer, ont partie liée quelque part avec l'héritage du national-socialisme, pour utiliser un germanisme. Et, alors ça, c'est un autre aspect. Vous avez dans l'idéologie, vous avez la haine, ça c'est sûr. Vous avez aussi la reconstruction de l'histoire. Il faut refaire une histoire où tout le passé soit complètement disqualifié. Complètement disqualifié. Et c'est pour ceux qui construisent l'Europe de Bruxelles, pas l'Europe en général, l'Europe de Bruxelles, je suis profondément persuadé que c'est une idéologie aussi, mais c'est pas une idéologie spéciale, c'est la branche européenne de l'idéologie mondialiste. D'ailleurs, sur aucun sujet, on trouve une volonté spéciale des Européens aujourd'hui, y compris dans la politique vis-à-vis de la Chine. Ce qui fait le désespoir de beaucoup de pays qui comptent sur l'Europe. Et l'Europe n'a plus aucune politique autonome. En matière de santé, c'est l'OMS, en matière de monnaie, c'est le Fonds monétaire international, en matière de défense, c'est l'OTAN, dominé par les Américains, en matière de climat, c'est le GIEC qui répand à toute force
la psychose du réchauffement climatique, etc., etc. Donc l'Europe, je ne peux pas en parler, mais il a quand même une forme idéologique et le reconstruit dans le passé en disant que toute l'histoire de l'Europe, c'est une histoire de guerre, ces nations qui se sont fait des guerres sans cesse, etc. Maintenant, nous sommes là, ce sera la paix. C'est pas vrai, parce que l'Union européenne est quand même responsable en partie de la guerre des Balkans et de la guerre de l'Ukraine. Elle a alimenté les guerres du Proche-Orient. Mais non seulement c'est pas vrai, en plus c'est une simplification extraordinaire de 2000 ans de l'histoire de l'Europe. Bien sûr, il y a eu des guerres, il y a eu aussi d'immenses échanges de civilisations. La civilisation allemande qui est particulière, la civilisation française qui est une autre, la civilisation italienne une autre, espagnole plus petite comme la portugaise, etc. C'est comme un bouquet de fleurs. Quand vous avez beaucoup de fleurs, c'est pas la même chose, de couleurs différentes, c'est pas la même chose que si vous avez une seule fleur. Donc, il y a une haine viscérale parce qu'on s'identifie au camp du bien contre le camp du mal. D'autre part, il y a cette reconstruction complète de l'histoire. Et cette négation de la civilisation, négation de la religion, négation de la morale, puisque quand on combat pour une cause qui transcende toutes les valeurs, qui est la cause du bien contre le mal, tout est permis, tous les mauvais coups sont permis, y compris éliminer des millions de personnes, y compris falsifier les élections, des proportions qui ne sont jamais vues. Tous les coups sont permis parce qu'on a une cause qui permet tout le tourisme, qui passe avant toute considération morale, éthique, toute considération de la morale populaire. C'est ce que George Orwell, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle 1984, George Orwell a appelé la common decency, la décence du peuple, la décence du peuple. Cette espèce de chose qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi, même si ce ne sont pas des professeurs de morale, ce ne sont pas ils ne connaissent pas par cœur la loi, ils ne connaissent pas, mais ils ont quand même un sens de la décence qui fait qu'ils savent qu'ils ne vont pas dépasser certaines limites. En fait. Est-ce que le but final du mondialisme, c'est créer un monde, créer un communisme mondial et une religion universelle? Oui. Sans doute, au premier abord, oui. Car l'idée qu'il y a une religion au-dessus des autres religions, qui serait une religion de l'humanité très générale, on la trouve dans les cercles mondialistes qui sont, que j'ai cités, peut-être pas le club du Bilderberg, où il ne faut pas beaucoup de religions, mais enfin dans ces cercles mondialistes, on croit qu'il y a... Ils ne sont pas contre la religion, ils pensent qu'il y a une religion universelle, philosophique, qui doit s'imposer et que les religions comme les religions catholiques, musulmanes, bouddhistes sont appelées à disparaître. Appelées à disparaître, à se fondre dans une religion mondiale de l'homme, centrée sur l'homme. Ça c'est sûr. C'est pour ça que le pape devrait être beaucoup plus méfiant vis-à-vis de ses amis mondialistes, puisqu'ils le fréquentent beaucoup. Ensuite, vous m'avez dit il y a un projet de communisme mondial, le communisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire le communisme de la Chine d'aujourd'hui, c'est-à-dire en théorie égalitaire, mais en fait, il y a des gens qui sont riches. Donc, il y a un discours qui est un discours communiste officiel, puis à côté de ça, vous avez des milliardaires qui se portent très très bien. Donc, l'idée que, effectivement, ces milliardaires ne sont pas hostiles à l'égalité pour tous ceux qui est au-dessous, c'est-à-dire 99% de la population. C'est la raison pour laquelle apparaît la tendance à écraser les classes moyennes. Vous savez, dans l'idéologie, la réalité est souvent le contraire de la théorie. Donc, la théorie communiste, c'est l'égalité. La réalité communiste, c'était qu'il y avait des gens extrêmement privilégiés. Mm-hmm. La théorie de la pensée dominante aujourd'hui, c'est le libéralisme. C'est l'ultralibéralisme. Et la réalité, c'est en fait, comme vous dites, l'amorce d'un communisme mondial sous le contrôle de 0,1% des hommes les plus riches. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble, qui ressemble au communisme, avec écrasement de toutes les classes sociales en dehors de la leur. Mmh.
Et est-ce que vous pensez justement ce nouvel ordre mondial sera un total désordre et ce sera, c'est-à-dire l'Occident va décliner? Ah oui, complètement. Complètement. C'est pas du futur, c'est du passé déjà. C'est-à-dire que le désordre, il existe déjà, et le déclin de l'Occident, il existe déjà. Et à cause, principalement, de ces idéologies. C'est pas que les hommes occidentaux sont moins bons qu'ils ne l'étaient auparavant, ni que la culture occidentale soit mauvaise. Et cette culture occidentale a été ravagée par différentes idéologies. On peut donner beaucoup d'exemples. Par exemple, le réchauffement climatique, la nécessité d'affaiblir les industries classiques, la nécessité de se passer progressivement de l'énergie nucléaire. C'est l'écologie qui convient de passer à l'industrie nucléaire, parce que l'industrie nucléaire est très écologiste en réalité. Mais de faire des voitures électriques partout. Ça, ce sont des tendances propres à l'Occident. Alors quand vous avez des conférences internationales, bon, les Chinois, les Indiens, ils font semblant, et les Africains font semblant d'être d'accord, mais en réalité, ils n'en pensent pas moins. Eux-mêmes, ils disent on va continuer à faire, on vous écoute, on signe les papiers, mais on va continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Le président chinois a dit récemment qu'on se débarrassait des centrales à charbon ou à gaz qui sont polluantes, qui produisent du gaz carbonique. Ou ici, on va y commencer à y penser à partir de 2030. Dans votre livre, La Grande Démolition 2012, vous avez déjà signalé le divorce grandissant entre l'élite gouvernante et le peuple. Oui. Comment vous avez remarqué ce problème des élites, en fait, il y a 9 ans? Et quelle est la situation maintenant? Parce que moi, je suis à cheval sur le monde. C'est vrai que j'ai un parcours universitaire qui est celui des élites. J'ai fait 2 de ces grandes écoles. J'ai exercé des fonctions de responsabilité dans l'administration préfectorale, dans la diplomatie, dans les cabinets ministériels. Donc j'ai un pied dans ce parisianisme. Et puis j'ai aussi un autre pied dans le peuple, d'abord par mes origines. Il y a beaucoup d'agriculteurs dans ma famille, mais aussi j'ai fait des campagnes électorales de terrain où il fallait serrer les mains des gens chez eux, les taper chez eux, pour discuter avec eux. Ils ne votent pas forcément pour vous, mais ils vont peut-être vous donner des idées. Donc je suis totalement hostile à cette idée de populisme, parce que les idées du peuple sont l'objet d'un anathème par les élites en disant c'est du populisme, c'est des gens qui ne sont pas plus intelligents. Donc, sur des tas de sujets, je pense que les idées spontanées du peuple sont plus intelligentes que celles-ci. Pourquoi? Parce que l'idéologie, les élites sont complètement asphyxiées par l'idéologie. L'idéologie, ça embête. Donc, déjà, en plus, ça donne un sentiment d'outrecuidance particulier. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Les Gilets jaunes ont raison et bien plus qu'ils ne croient », parce que il y a des gens qui se sont produits à la télévision pour dire que les Gilets jaunes, c'était des gens sans intelligence. Je suis allé discuter avec eux. Bon, il y en a certains qui sont pas très forts, mais il y en a aussi d'autres qui étaient très intelligents, qui avaient plus de lucidité sur la société que d'autres. Ce décalage, c'est pas parce que les gens sont plus riches que les autres, c'est pas parce que les gens sont plus instruits que les autres. Mon analyse personnelle, mais elle n'est pas très répandue en France, parce qu'il y a les gens sont idéologues, les autres résistent à l'idéologie. Les gens du peuple sont vaccinés contre l'idéologie. En partie parce qu'ils reçoivent quand même par la télévision un matraquage idéologique. Ceux qui ne font que regarder la télévision finissent par être marqués, pas sur tous les sujets, mais sur les sujets qu'ils ne connaissent pas, notamment sur les sujets de politique internationale. Alors, dès lors que vous avez ce carcan intellectuel qui est l'idéologie, par exemple, l'immense majorité des anciens élèves de l'École nationale d'administration qui veulent défendre la France sont intoxiqués par l'idéologie européiste. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'avenir pour la France, que l'avenir c'est l'Europe de Bruxelles.
Et donc pour le mondialisme, c'est ça. Ils sont mondialistes. Les élites françaises ont été, plus que d'autres, dans d'autres pays, plus que les Anglaises, ont été imprégnées de mondialisme. Le peuple résiste parce que même s'il est matraqué par la propagande de la télévision, il y a le contact direct avec les choses, et quand il est obligé d'aller, qui élève par exemple des vaches, ben, on ne peut pas élever des vaches avec des idées faites. Il y a le compte de la complexité de l'élevage. Vous avez ceux qui ont des difficultés à terminer leur fin de mois, qui ils ont un rapport à l'argent qui n'est pas celui des élites. Ils voient bien, ils sont plus lucides pour savoir qu'est-ce qui va permettre de gagner plus d'argent et va gagner plus d'argent. Et vous avez sur d'autres sujets quand même donc vous avez le bon sens. Vous avez que ce sont des gens aussi qui, beaucoup ne sont pas assez instruits pour se déterminer uniquement avec leurs idées. Ils se déterminent par leur intuition, une intuition qui est proche du réel. Donc vous avez une grande force de résistance à l'idéologie qui est largement populaire. Largement populaire. Et puis vous avez encore, ça c'est une dimension très, très... Alors la démocratie, si elle fonctionne, elle assurerait le contrôle des élites. Elle ne fonctionne pas, elle a été complètement pervertie, précisément par les élites. D'abord par le matraquage des médias, par la manipulation des élections, la dernière élection présidentielle française, comme la dernière élection présidentielle américaine, même si Biden a eu plus de voix, c'est comme pas normal que tous les médias sans exception, aient été pour Biden et aucun pour Trump. C'est une dégénérescence de la démocratie, c'est très grave. Donc ce contrôle populaire des élites, et spécialement quand elles sont tentées par l'idéologie, il joue très mal aujourd'hui, il joue très mal parce que les élites sont de plus en plus persuadées qu'elles ont raison et que le peuple a tort. Et ce mépris du peuple apparaît très très clairement dans le livre de Schwab, qui dénonce à plusieurs reprises le risque de la montée du populisme. Montée du populisme, c'est la peur du peuple. Le peuple, c'est sans précédent, cette attitude-là. Parce que l'idéologie, c'est une forme de la folie. C'est ça qui est très grave. Une forme de la folie. Mais les gens fous, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Et puis une autre dimension de l'idéologie que je n'ai pas évoquée, c'est pas seulement l'affaiblissement de l'Occident, c'est aussi la haine de soi, l'instinct de mort, le rejet de ce qu'on est soi-même. Ça, c'est assez, comme dirait le cardinal, l'évêque Vigano, ça c'est quelque chose de destructeur. Nous sommes mal dans notre peau d'occidentaux, et il y a une partie des occidentaux qui ont la haine d'eux-mêmes. La haine d'eux-mêmes. Et ça se traduit par des idéologies de auto-accusation permanente. Auto-accusation permanente. Et c'est particulièrement vrai en France. La France est le seul. En France, la tendance à s'auto-accuser est particulièrement forte. C'est pas seulement à cause du passé colonial, parce que les Anglais, il n'y a pas trop d'auto-accusation en Angleterre. Aux États-Unis, ça vient, ça commence. Donc cette auto-destruction. En tous les cas, s'il y a une confrontation mondiale, ce que je ne crois pas dans l'immédiat, c'est pas parce que les Européens seront handicapés par la montée de la Chine, de la Russie, ou de la Chine, comment la Russie fait partie de l'Occident, même si c'est une variante ou de l'Inde, ça sera l'autodestruction. L'autodestruction par des mauvaises idées, par des idées absurdes. Alors, le peuple aussi, vous parlez du peuple, la résistance du peuple, le peuple, il se dit, ils sont cinglés, ils sont fous. Ils sont fous. Je suis allé chez des voisins que je connais à campagne, ils sont complètement tournés sur la tête. Et ce sentiment d'être dirigé par l'absurdité et par la folie, et toujours en conséquence de l'idéologie. Vous regardez ceux qui écrivaient les dissidents soviétiques, le régime soviétique, il y avait l'impression que c'était fou. C'était fou. Voilà. Ce sentiment, c'est la conséquence directe de l'idéologie. Et sur ce sujet-là, les gens du peuple, pas tous, mais beaucoup, les plus intelligents du peuple,
les plus raisonnables, surtout les maires des petits villages. Les maires des petits villages qu'on voudrait faire disparaître. Pourtant, ce sont souvent des gens qui ont été choisis parce que, pas par la politique, mais parce qu'ils ont plus de bon sens, plus d'expérience que les autres. Pas forcément jeunes. Ils ont ce sentiment de l'absurdité, un monde absurde. Le monde absurde, c'est l'idéologie. Derrière l'idéologie, il y a quelque part une pathologie de l'autodestruction. Et comme vous avez dit tout à l'heure, la plupart des élites françaises sont des mondialistes. C'est ça. Et pourquoi pas vous? Comment vous avez identifié c'est quelque chose de pervers, cette idéologie, et vous avez... Nous sommes quand même très nombreux à résister. Alors pourquoi peut-être la manière de résister à l'idéologie, c'est aussi la culture. Parce que la culture vous apprend la complexité des choses. Quand on n'a pas beaucoup de culture, vous vous accrochez à des schémas simples. Et malheureusement, des gens qui ont fait de très grandes études avec des très grandes écoles, quand ils ont 25 ans, ils font des schémas simples. Ils ne peuvent plus accumuler une culture compliquée, surtout qu'il y a une baisse générale du niveau d'éducation. Et une suppression de la culture générale dans la plupart des concours de la fonction publique. Donc, pour moi, l'importance de la culture, l'amour de la culture passée et la compréhension du monde à travers une culture qui est une école de la complexité, parce que le contraire de l'idéologie, c'est le bon sens, c'est le sens de la complexité. Donc ça, c'est important. Je ne suis pas le seul, je ne suis pas un individu isolé. Les tendances dominantes que j'évoquais tout à l'heure sont remises en question par ce qu'ils appellent le retour des nationalismes, le retour du chauvinisme, le retour ce qui, pour moi, n'est pas malsain. Les guerres sont provoquées par les idéologies. Elles ne sont pas provoquées par les nations. Ça, il y a des gens... Le pape Jean-Paul II l'a dit, par exemple. Les guerres sont provoquées par le viol des droits des nations et non pas par les nations elles-mêmes. C'est très important de ça. C'est clair. Alors, nous sommes nombreux, nous sommes très nombreux à penser comme ça. Je pense qu'en essayant de réfléchir peut-être plus que d'autres, à donner des armes intellectuelles, ces combats, je pense, apporter beaucoup. Je pense apporter beaucoup à cette lutte pour la civilisation. La civilisation, c'est la variété. C'est la variété. Je connais mal, je connais bien l'islam, mais le judaïsme qui ont à peu près les mêmes repères, mais la création du monde est racontée dans la Bible qui est à la fois chrétienne et juive, et les musulmans ne disent pas le contraire. C'est le premier jour, Dieu sépare le ciel de la terre. Le deuxième jour, il sépare le jour de la nuit. Le troisième jour, il sépare la terre de l'eau. Le quatrième jour, il sépare la vie vivante de la terre. Le cinquième jour, il sépare les animaux de l'homme. Et le sixième jour, il sépare l'homme de la femme. Voilà. Le septième jour, il se repose. Donc, il ne cesse de séparer, de créer de la diversité. Alors que la politique des mondialistes, c'est il faut fusionner les communes, il faut fusionner les États, il faut fusionner tous les pays européens, et puis après il faut fusionner dans un État mondial tous ces États. Et puis il faut fusionner l'homme et la femme, il faut fusionner le bien et le mal, enfin, en tous les cas, de morale, il faut fusionner celui qui a l'autorité et celui qui n'a pas d'autorité. Le maître et le disciple doivent être mis à égalité, le maître et l'élève, ainsi de suite. Donc, si vous voulez, ce maelstrom, parce que maelstrom, c'est quoi? C'est un courant marin qui forme le tourbillon, un petit peu comme ce que j'appelle le trou noir sur le plan cosmique. Dans ce maelstrom, vous avez une tentation d'auto-anéantissement par la suppression des différences. On croit faire un progrès quand on fusionne ceci et cela, mais en réalité on ne fait pas un progrès, on régresse. On régresse parce que la vie, c'est la dissociation permanente, l'enrichissement permanent, d'abord de la biologie, et ensuite de la civilisation, des civilisations. C'est ce mouvement
j'espère, n'est pas terminée. Merci d'avoir consacré autant de temps. Merci.